Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Janssen, je suis avec Anthony Fouquet, nous sommes tous les deux consultants chez Agilea et nous allons discuter aujourd'hui des notions de gestion de projet, de l'impact que ça peut avoir en supply chain et notamment de chaîne critique. Très bien. Donc le cabinet Agilea a été fondé en fait en 2009 autour en fait de trois axes, la formation, le conseil et les outils. Depuis 1 an et demi en fait nous avons développé une approche autour du management de projet et notamment sur comment on reconnecte des notions de supply chain à du management de projet. Ok, très bien Anthony. On va essayer d'être assez pragmatique. Tu es intervenu dans un certain nombre de projets chez nos clients. Quelles sont les problématiques techniques que tu peux rencontrer chez nos clients autour de la notion de projet? Alors, les problématiques techniques qu'on rencontre chez nos clients, en fait, il y en a plusieurs significatives. La première, déjà, c'est sur les conséquences en fait, qu'ont les projets aujourd'hui chez nos clients, à savoir que les projets ont tendance à se terminer en retard. Les cahiers des charges en fait, ne sont plus respectés, voire ont complètement évolué. Et surtout, en fait, ce qu'on observe de plus en plus, c'est que la durée des projets est en train de s'allonger de manière assez significative. Et en fait, la plupart de nos clients ont du mal à savoir quel projet prioriser l'un par rapport à l'autre. En fait. Ça, c'est vraiment les trois sujets clés qu'on rencontre le plus souvent chez nos clients. C'est clair. C'est des constats que partagent l'ensemble des clients avec qui on peut travailler. Il y a des aspects techniques, mais aussi méthodologiques. Oui, alors en fait, il y a plusieurs aspects méthodologiques qui sont assez récurrents en fait, chez nos clients. La première, c'est qu'en fait, on retrouve encore le diagramme de Gantt, qui est en fait créé à partir d'un WBS, Work Breakdown Structure. Et en fait, le WBS, c'est quelque chose qui sert à la nomenclature du projet. Et en fait, ce qu'on constate chez nos clients, c'est qu'en fait, il y a souvent la nomenclature, mais il n'y a pas la gamme. Et en fait, c'est justement cette gamme de projets qui permet en fait de reconstruire l'histoire du projet. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que le fait qu'il n'y ait pas cette gamme, ça engendre tout un tas de pratiques chez nos clients qui en fait rend brumeux et nuageux en fait la partie de gestion de projet. Par exemple, le fait qu'on ne sache pas comment les tâches s'enchaînent entre elles fait qu'on a des clients qui démarrent très souvent des tâches sans avoir tous les éléments qu'il leur faudrait pour terminer la tâche. Ce qui fait qu'ils commencent une tâche, ils se rendent compte à un moment donné qu'ils n'ont plus les éléments pour terminer, donc ils arrêtent et ils démarrent une autre tâche. Et ça, en fait, c'est le deuxième problème qu'on rencontre chez nos clients, c'est que, ils travaillent sans nécessairement avoir tous les éléments pour terminer la tâche, et deux, en fait, ils génèrent quelque chose qu'on appelle le multitâche. Et le multitâche, en fait, c'est très particulier parce que si on regarde la plupart des offres de gestion de projet, c'est demandé comme étant une compétence, d'être capable de faire du multitâche. C'est plutôt bien vu. Or, en fait, quand on prend l'exécution d'un projet Empire, c'est principalement courir le projet vers la catastrophe. Puisqu'en fait, quand vous allez débarrer les tâches plusieurs tâches en parallèle, en fait, la durée des tâches va augmenter. Et surtout, en fait, ce qui va se passer, si vous rajoutez à ça que vous n'avez pas tous les éléments pour terminer, quand vous allez récupérer l'élément qui va vous manquer, il va vous falloir un temps de réglage, entre guillemets, dans votre tête, pour justement enchaîner, finir la tâche. Et ça, en fait, ça va allonger la durée des projets, en fait. Okay. Je suis d'accord avec toi, mais quand tu as 2-3 chefs de projet, parce que tu travailles sur plusieurs projets en même temps, il faut bien que tu fasses plaisir à l'un à l'autre en avançant sur tes tâches. C'est ça, et en fait, ça engendre la troisième pratique qu'il y a, c'est que comme on veut faire plaisir à tout le monde, et ben en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va mettre des marges à l'intérieur de ces projets. Et en fait, chaque tâche va se prendre sa petite marge dans son projet, ce qui fait qu'à la fin, on va avoir un projet qui dure, je vais vous dire une bêtise, 100 jours. Et en fait, si ça se trouve, sur les 100 jours, il y en a 50 ou 60 qui sont destinés à de l'attente parce qu'on sait qu'on va être perturbé, parce qu'on sait qu'on va être dérangé. Et ça, en fait, ce qui se caractérise à travers notre approche de management de projet par le flux, la chaîne critique, c'est qu'on part aussi du principe que toute cette marge-là va être consommée. Alors, elle va être consommée à travers plusieurs phénomènes. La loi de Murphy, qui est le grand classique, c'est-à-dire que si une chose doit mal se passer, ça se passera mal. Donc, c'est tout ce qui est les aléas de la gestion de projet. Mais il y a plusieurs autres phénomènes qui vont venir impacter ça. Il y a aussi ce qu'on appelle le syndrome de l'étudiant. C'est-à-dire vous avez 10 jours pour démarrer une tâche, et en fait vous démarrez vraiment à travailler que 2 jours avant. Et en fait c'est là où il y a les ennuis de dernière minute qui arrivent et qui fait que ça décale. Vous avez l'autre phénomène qui est l'opposé, c'est la loi de Parkinson, où là en fait dans la loi de Parkinson, vous avez 10 jours et en fait vous le faites en 2 jours très vite. Et en fait il y a ceux qui vont le dire. Et en fait, ceux-là, c'est pas courant ceux qui vont le dire, parce qu'en fait, la fois suivante, on leur demandera de le faire en 2 jours. Donc en fait, ce qui s'est bien passé la première fois, en fait, ça leur est
entre guillemets perdant pour eux, puisqu'en fait ils vont avoir ils auront 8 jours de moins pour faire les choses. Et puis il y a aussi, mais ça c'est le phénomène plus classique, c'est qu'on vous donne 10 jours, vous le faites en 2, donc vous avez l'impression d'avoir gagné 8 jours sur votre tâche, mais finalement comme la ressource suivante elle n'est pas disponible, et ben en fait les 8 jours que vous pensez avoir gagné vous les avez peut-être gagnés vous en tant qu'individu, et vous l'avez perdu en fait, enfin vous ne l'avez pas nécessairement gagné à l'échelle du projet. Ce qui fait qu'effectivement on va passer à travers notre solution de gestion de projet, un environnement où on gère une somme de tâches, et en fait l'environnement où on gère en fait de manière globale. Par contre, en fait, très souvent nos clients, en fait, quand ils sont dans leur mode projet, le chef de projet demande à la cible quelle est la date à laquelle tu vas terminer. Et en fait, à partir du moment où la date c'est tu auras fini mardi et que la personne se dit oh là là, faut que je finisse pour mardi, en fait, elle va avoir tendance à se générer une marge pour justement en fait terminer. Enfin, elle sait qu'elle peut terminer vendredi ou peut-être le vendredi soir, mais en fait, elle préfère dire mardi pour être sûre qu'au cas où il y a un problème de dernière minute, elle puisse corriger le tir en fait. Donc tous ces effets là que tu as pu évoquer, Parkinson, le syndrome de l'étudiant, le multitâche, c'est un effet sur la durée des projets, c'est un effet sur le fait qu'on termine à l'heure ou pas les projets, mais aussi sur l'ambiance de travail. C'est ça. En fait, ce qui se passe très clairement aujourd'hui chez la plupart de nos clients, c'est que certes, l'objectif numéro 1, c'est d'essayer de terminer le projet à l'heure, mais en fait, très souvent, la première demande, c'est que si déjà on pouvait y voir plus clair, si en fait l'ambiance pouvait s'améliorer ou qu'on pouvait tous être alignés sur le même discours, déjà, ça serait une belle victoire. Donc on en est vraiment à ces débats. Enfin voilà, il y a des anecdotes qui peuvent, qui sont assez frustrantes, ou même, enfin voilà, il y a des mots comme frustration, pression, difficile de travailler ensemble, alors que c'est d'autant plus frustrant, c'est que le mode projet a été vraiment créé pour justement travailler ensemble, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est beaucoup plus collaboratif que d'autres modes de travail qui puissent exister. Et pourtant aujourd'hui, on est dans des espèces d'effets locaux où chacun en fait donne la durée de sa tâche et s'engage sur sa durée. Très souvent, on a des discours du style moi j'ai 10 jours pour faire la tâche, si je l'ai, de toute façon, peu importe que je l'ai mardi ou jeudi, de toute façon ça prendra 10 jours. En fait, on s'occupe même plus de savoir en fait comment le projet va, comment il se comporte et tous ces éléments-là. Ok, très bien. Donc ça, c'est tous les constats qu'on peut partager ensemble et ce qu'on voit chez nos clients. Mais alors, quelles solutions nous on peut proposer par rapport à ça? Alors, nous chez Agilea, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est un cabinet en supply chain. Et en fait, notre parti pris, c'est de dire en fait que pour nous, la supply chain, c'est évident que c'est un flux. Voilà, un flux financier, un flux d'informations, un flux physique. Et bien en fait, on va dupliquer ces principes de flux à l'environnement projet. Et en fait, on va appliquer en fait des principes, encore une fois, issus du Lean, issus de la théorie des contraintes, issus du Six Sigma aussi, pourquoi pas, sur en fait la partie projet, tout en se basant aussi sur le phénomène tout en se basant sur le champ de connaissances qui a été fait en gestion de projet. Ce qu'a écrit le PMI est très pertinent. Hein. Quand on parle de la gamme d'un projet, très souvent en fait nos clients trouvent ça très intéressant, mais en fait c'est pas du tout une invention d'Agilea ni de quoi que ce soit, c'est quelque chose qui existe depuis 30 ans dans le body of knowledge. Donc vraiment, nous, notre approche, elle va être basée sur en fait remettre du flux dans vos projets. C'est vraiment ça le parti pris qu'on va avoir. Et on va le faire en fait à travers 3 manières. Hein. On va d'abord réécrire la gamme du projet, parce qu'en fait très souvent on a la nomenclature, mais on n'a pas la gamme. Donc on va réécrire la gamme, réécrire l'histoire. On va introduire cette notion de chaîne critique aussi dans le projet. Pour comprendre en fait qu'est-ce qui fait vraiment la durée d'un projet. Tu viens de dire chaîne critique par rapport à un chemin critique, c'est ça, en fait c'est pas du tout la même chose. Alors ça a une subtilité nuancée si on regarde les deux définitions, mais elles n'ont pas du tout le même impact. Aujourd'hui, le chemin critique, c'est la plus longue séquence de tâches à l'intérieur d'un projet. La chaîne critique, en fait, c'est la plus longue séquence de tâches à l'intérieur d'un projet en évitant le conflit de ressources. Et en fait, petite nuance, mais en évitant le conflit de ressources, ça veut dire qu'on va regarder quelle serait la durée du projet s'il n'y avait pas de multitâche, s'il n'y avait pas en fait tous les éléments perturbateurs qu'on va avoir. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va là aussi utiliser en fait une autre notion, mais qui est plus présente dans le body of knowledge de la supply chain, qui est cette notion de buffer. En l'occurrence, ça va être des buffers de temps. Et en fait, on va utiliser cette chaîne critique. On va regarder en fait toutes les marges de sécurité qu'on a mis à l'intérieur du projet. Et en fait, ces marges-là, on va les positionner à des endroits clés du projet, notamment la fin, parce que c'est quand même ça qu'il faut protéger, et on va positionner une partie de ces marges à la fin pour créer un buffer de temps qu'on va suivre sous cette manière-là. Donc ça, c'est vraiment la première partie du champ qu'on va faire à travers la création de la gamme et en fait l'étude du projet. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on se rend compte que la plupart de nos clients en fait travaillent en mode multi-projet.
Oui, et en fait, on va passer énormément de temps à identifier en fait qu'est-ce qu'on appelle bien multiprojet. Parce qu'en fait, il y a des environnements assez simples, hein, c'est des environnements monoprojets, c'est-à-dire il y a une équipe, elle est dédiée sur un projet, elle ne fait qu'un projet. Donc ça, c'est entre guillemets le plus facile. Ouais. Il y a des équipes qui sont dans des environnements dits somme de monoprojets. C'est-à-dire que vous avez une équipe de 60 personnes et vous avez 6 projets, 10 personnes dédiées sur chaque projet. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, mais dans l'ensemble, ça reste assez simple. Et puis, on a le dernier environnement qui est l'environnement multiprojet. Vous avez une ressource, hein, une personne qui peut travailler sur 5 ou 6 projets en parallèle et une autre ressource qui va être aussi affectée à un ou plusieurs de ces 5 projets, mais aussi à d'autres projets. Et donc, c'est là où ça devient assez intéressant aussi du point de vue du flux, parce que là, on va utiliser en fait des notions très connues du monde du Lean ou de la supply chain, à savoir on va contrôler le niveau d'encours. C'est-à-dire que très souvent, en fait, ce qu'on voit, c'est que nos clients, ils ont un pipeline projet avec tout un tas de projets en cours et en fait, tous les projets sont lancés dès qu'il y a une idée. Donc il n'y a pas vraiment ce contrôle d'encours comme on peut le faire en fait chez nos clients sur du flux physique. Ouais. Donc l'idée là, vraiment, ça va être d'écrire le pipeline du projet, de regarder en fait les niveaux d'encours des ressources et aussi d'où sont l'encours par rapport à l'état d'avancement du projet. Et on va intégrer des notions de flux tiré à l'intérieur en fait du projet. Ok, donc tu as dit la gamme du projet, ensuite le pipeline du projet. Est-ce qu'il y a d'autres outils que tu vas utiliser derrière? En fait, ensuite, une fois qu'on s'est mis d'accord sur ce qu'on allait faire et dans quel cadre on allait le faire, on va exécuter le projet. Ouais, okay. Et en fait, dans l'exécution de projet, on va faire appel là aussi à 2 notions. La première, ça va être cette notion d'encours de tâches. C'est-à-dire qu'au début, on avait un pipeline d'encours projet. Là, on va créer le pipeline d'encours de tâches. On va regarder les tâches si elles sont kit complet. On va regarder si, quels sont les éléments qui manquent, le nombre de tâches en cours, le nombre de tâches terminées, tous ces éléments-là. Ça se fait sous forme de Kanban board. Donc c'est encore une fois le Kanban board, donc il a été présent au niveau du Lean Engineering, et l'agile et notamment les méthodes agiles ont permis justement aussi son essor de ça. Et ensuite, donc ça va être le premier élément visuel pour contrôler l'encours des tâches. Et le deuxième élément, on va utiliser un outil donc, qui appartient au champ de la théorie des contraintes en fait, qui s'appelle le Fever Chart, qui est un outil où on va regarder en fait le pourcentage de travail effectué sur la chaîne critique et on va regarder en fait par rapport au planning comment on consomme le buffer. Et on va avoir un code couleur, hein, rouge, jaune, vert, pour dire en fait comment ce buffer est consommé ou pas. Et en fonction du statut du buffer, et en fait, l'équipe projet va être en mesure de prendre des décisions. Okay. Le Fever Chart, tu l'utilises uniquement pour le suivi d'un projet. Comment tu fais quand tu as plusieurs projets du coup? Alors, en fait, le Fever Chart, c'est pour ça qu'il est très souvent assez apprécié par nos clients. C'est qu'en fait, il y en a 2. Il y a le Fever Chart d'un projet, comme tu viens de le dire, mais tu as aussi le Fever Chart d'un portefeuille projet. Okay. Et en fait, l'intérêt du Fever Chart portefeuille projet, c'est qu'il est très facile à mettre en place, puisque c'est à peu près, c'est exactement le même format que le Fever Chart projet. Ouais. Sauf que là, en fait, on va faire une photo à un instant T des 5 projets dans l'encours, ou des 6 projets dans l'encours, et on va regarder comment ils se positionnent entre eux. Et en fonction du statut des projets rouge, jaune, vert, on pourra décider si oui ou non on veut réaffecter des ressources supplémentaires ou pas. Quoi. Ou prioriser, etc. Ou prioriser ces éléments-là. Juste un détail, je reviens, tu as parlé tout à l'heure de kit complet, et en fait, tu peux préciser un petit peu cette notion de kit complet, là, quand tu démarres une tâche en fait, généralement, quand vous démarrez une tâche, vous avez besoin de plusieurs éléments. Pour réaliser une omelette, vous avez besoin des œufs, d'une poêle, et puis probablement de tout un tas d'ingrédients pour l'alimenter, pour agrémenter votre omelette. Et bien en fait c'est comme si vous commenciez à travailler seulement avec l'œuf et la poêle sans savoir exactement en fait quels ingrédients vous alliez mettre. Et en fait en mode projet, on a tout un tas de clients où en fait il y a le cahier des charges, mais en fait dans le cahier des charges il y a 2-3 infos qui manquent. On commence à travailler et puis en fait ce qui se passe c'est qu'on travaille, puis les infos qui deviennent manquantes là deviennent vraiment, elles ne sont plus manquantes, mais non seulement en plus d'être manquantes, elles sont bloquantes. C'est-à-dire que la personne arrête de travailler parce qu'elle ne peut plus avancer. Donc généralement si elle fait du multitâche, elle part faire autre chose. Et puis quand elle reçoit en fait les éléments qui lui manquaient, elle se rend compte qu'une partie du travail qu'elle a fait, en fait, il est plus bon, il faut qu'elle refasse. Donc en fait, généralement, cette notion de kit complet, elle est très fondamentale. Et en fait, ce qui est très important de comprendre avec notre approche de management de projet par le flux, c'est qu'effectivement, on est bien sur ces notions de flux et tous ces éléments-là, mais il y a beaucoup de technicité, mais en fait la technique c'est vraiment que 20% du sujet. En fait 80% d'un projet chaîne critique qu'on mène chez nos clients, c'est de la conduite de changement. En fait, quand on se dit qu'on va contrôler l'encours des projets, quand on se dit qu'on veut faire du kit complet, quand on se dit qu'on veut faire du multitâche, rien que ces 3 sujets-là, en fait, on n'est que dans de la posture de management.
On n'est absolument pas dans la technique. Le calcul du buffer ou le fever chart, c'est finalement quelque chose de très mécanique en fait, et très limité en fait. Ok, donc c'est surtout des postures managériales que tu veux faire évoluer. Tu as déjà mis en place ces méthodes-là et donc dans une prochaine vidéo, on regardera un petit peu les résultats que tu as pu obtenir sur des exemples. Très bien. Je pense qu'ils sont assez intéressants à partager avec tout le monde. Très bien, bah, merci beaucoup Thomas. Merci à vous.